Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver ce matin, For You Matin, sur For You Media Africa, votre programme de la matinale sur votre télévision panafricaine. Eh bien, mesdames et messieurs, on se souvient de cet entretien accordé fin novembre dernier. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avait donc estimé au cours de cet entretien que la présence militaire française ne correspondait pas à la conception de la souveraineté et de l'indépendance de son pays. Et justement, à la suite de cela, l'on annonçait déjà un projet de retrait des bases militaires françaises du côté du Sénégal. Mais des sources vont plus loin et font état de ce que derrière ce retrait de l'armée française, il y a la question sensible de la station de Rufisque qui remettait donc en cause l'avenir d'un discret centre de transmission qui, selon ces informations, a longtemps rempli une mission en lien avec la dissuasion nucléaire. Alors, les sources poursuivent dans leur rapport et affirment que, apparemment, bien sûr, implantée dans les années 1970, la station de Rufisque a servi de relais de communication aux sous-marins français sillonnant les profondeurs de l'océan Atlantique, dont ceux qui assurent la dissuasion nucléaire française. On va, avec nos invités, commenter cette actualité, comprendre exactement ce qui se passe ou alors ce qui se cache justement derrière ce retrait des militaires, ce possible retrait des militaires français du côté du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle de dissuasion nucléaire française. Quel est le projet qui était, ou alors quelles sont les activités qui se déroulaient de ce côté-là? Qu'est-ce que cela entraîne? Que faisait exactement la France, ou alors que fait exactement la France au Sénégal, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de cette présence militaire? De toutes les façons, avec nos invités, nous allons en parler. Voilà, mesdames et messieurs, le sujet principal de ce matin. Vous l'avez compris, on est au Sénégal. On va comprendre, essayer de savoir ce qui se cache derrière ce projet, du moins ce possible retrait des bases militaires françaises du côté du Sénégal. On parle de dissuasion, de projet nucléaire. Alors, que faisait la France là-bas? Ou alors, que fait la France au Sénégal? Et peut-être dans les autres États africains, cela nous permettra de comprendre exactement les activités françaises en Afrique. Mais avant aussi peut-être de présenter le panel, on va commenter une autre actualité. Ce sera notre sujet d'accueil, comme on a l'habitude de le dire, les biscuits. En tout cas, on va aller au Tchad. Eh bien, le président Mahamat Déby Itno devient le deuxième maréchal dans l'histoire politique du pays. Vous le savez, c'est après son défunt père aussi, le président Idriss Déby Itno, qui lui aussi était maréchal. Alors, les conseillers nationaux ont donc adopté à une large majorité le projet de résolution portant élévation du président de la République. Mahamat Idriss Déby Itno a la dignité de maréchal, un deuxième dans l'histoire politique du Tchad. Nous allons simplement commenter cette actualité tout à l'heure avec nos invités. Dr Sango, toujours là avec nous ce matin. Dr Sango, bienvenue. Bonjour Madame Siké, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin, bonjour à mon copanéliste, content encore d'être là pour essayer de faire avancer le combat panafricaniste. Merci à vous Dr Sango et bien sûr le Dr Yan, votre copanéliste qui est sur le plateau avec nous. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Madame, merci. Bonjour à mon copanéliste et bonjour à ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin. Voilà, chers téléspectateurs, le décor planté. Le président Mahamat Idriss Déby Itno, Dr Sango, élevé au grade de maréchal. Eh bien, on parle d'une reconnaissance des faits d'armes du président Mahamat. Simplement un commentaire.
Oui, je pense que c'est une affaire essentiellement militaire, une affaire essentiellement qui relève de la profession militaire et qui consiste aujourd'hui à reconnaître à Mahamat Kaka Déby ce grade-là, compte tenu peut-être des prouesses qu'il a eu à faire durant, n'est-ce pas, son parcours. Parce qu'il faut dire, l'armée, contrairement quand même à d'autres professions, est souvent tellement hiérarchisée. C'est-à-dire, quand tu fais carrière à l'armée, tu es au moins conscient, n'est-ce pas, de ton évolution. Tu sais que après telle année de service, tu peux passer de tel grade ou un autre grade. Et cette façon de faire rend souvent en quelque sorte des choses un peu objectives. Mais lorsqu'on voit le président Kaka Déby, c'est vrai, c'est un jeune, il vient juste à peine d'avoir 40 ans. Est-ce que lorsqu'on prend donc son âge et le parcours qu'un soldat doit faire, n'est-ce pas, au sein de l'armée, est-ce que objectivement ça peut, n'est-ce pas, correspondre? Ça, c'est des interrogations qu'on peut un tout petit peu se faire. Mais comme c'est quelque chose qui relève de la souveraineté d'un État, parce qu'il faut dire que c'est le Conseil national de transition qui fait office du Parlement, qui a délibérément voté cette résolution. On aurait peut-être souhaité que les élections législatives passent d'abord, puisque c'est annoncé pour le 19, entre le 19 et le 29 décembre, pour que cette résolution soit ainsi prise. Donc moi, je pense qu'en réalité, c'est une affaire essentiellement tchadienne qui peut venir encore une fois de plus consolider la dynamique que ce jeune homme est en train de vouloir impulser au sein du Tchad. Parce qu'il faut dire qu'après son père, il est la deuxième personnalité pour avoir ce grade-là. Son père, au moins, on peut comprendre. Il a fait un parcours et on voit, n'est-ce pas, l'âge avec lequel il a quitté le pouvoir. Donc, je pense qu'en réalité, c'est un indicateur peut-être pour les Tchadiens qui voudraient consolider, n'est-ce pas, à Kaka Déby, son dynamisme qu'il est en train de porter aujourd'hui à la tête du Tchad. Vous savez que Kaka Déby est en train de surprendre, en quelque sorte. Quand je dis surprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on voit la manière dont il est arrivé au pouvoir, lorsqu'on voit comment certaines puissances occidentales l'ont mis au pouvoir et ont pensé l'orienter dans ces défractations politique au sein de la sous-région et même au niveau international, on peut être surpris aujourd'hui de la trajectoire qu'il serait en train de prendre parce que, en quelque sorte, il est en train de décevoir les turiféraires de la France-Afrique. Donc, aujourd'hui, dans un contexte marqué par la souveraineté des peuples, dans un contexte marqué par l'irruption, n'est-ce pas, de la soif des Africains, à prendre à main leur destin, à impulser ce que nous appelons généralement la déconnexion avec tout ce système occidental qui a maintenu l'Afrique dans la spoliation, le sous-développement et même l'exploitation. On peut être amené, n'est-ce pas, à dire, peut-être sans risque de se tromper, que Kaka Déby est dans une très bonne direction. Puisque aujourd'hui, quand un Africain, un leader, pose une action aussi importante, une action qui va en droite ligne de la libération du continent africain, il faut le féliciter. Il faut le féliciter parce que nous sommes de ceux qui pensons que l'Afrique se fera par tous ses enfants, avec tous ses enfants. L'Afrique se relèvera avec tous les Africains. Il n'est plus question d'avoir en Afrique des endocollants qui ont toujours favorisé la déstabilisation du continent africain. Donc si un Africain se démarque dans sa profession comme dans ses actions de citoyen, il faut le féliciter, il faut le reconnaître. Et je pense que c'est dans cette logique, j'ai envie de dire, ce parti pris analytique, que le Conseil national de transition, qui fait office du Parlement, n'est-ce pas, au Tchad, s'est donc basé pour décerner à ce dernier ce haut grade de l'armée. Il faut dire que c'est le dernier grade lorsqu'on est dans l'armée. Donc aujourd'hui, il est le patron, il est le suprême, il est quelqu'un qui a aujourd'hui les rouages du pouvoir.
n'est-ce pas, pour implémenter en bien le destin du Tchad vers les trajectoires de la souveraineté et de l'indépendance. Donc, d'entrée de jeu, voilà le petit commentaire que je peux coller là-dessus. Merci à vous, Dr Sango. On rappelle que le président Mahamat a été élu président de la République du Tchad le 6 mai 2024 au suffrage, c'est bien sûr l'élection présidentielle. Mahamat Déby, selon ce conseil justement de la transition, a conduit une transition exemplaire. C'est félicité donc le Conseil national en octobre 2024 à l'exemple de son défunt père. Selon le rapport du Conseil national de la transition, le président Mahamat Idriss Déby a dirigé personnellement l'opération Askanit lancée pour éradiquer les groupes terroristes qui écument la région du lac Tchad, d'où, entre autres, justement, cette élévation à la dignité de maréchal. Dr Yamtimba. Il y a un sketch de l'humoriste français d'origine camerounaise, Mbala Mbala, Dieudonné, oui. Qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et dans ce sketch, il dit « Oh, calme-toi ». Ici en Afrique, les gens ne savent pas que la politique, c'est doucement. Ne cours pas. En gros, je résume. Sincèrement. Oui. Tout ce tralala là, ça donne à manger aux Tchadiens. Vraiment. Bon, comprenons déjà ce qu'on appelle maréchal. Parce que si on le comprend, mon point de vue peut être... On pourra peut-être comprendre. Oui, on pourra avancer et se poser les questions c'est quoi un maréchal? Ouais. Maréchal, d'abord, il y a 2 pays dans lesquels on trouve cette affaire de maréchal. Ok. Alors, on trouve le maréchal de France. Ok. On trouve le maréchal en Pologne. D'ailleurs, on a eu des généraux français qui sont devenus maréchal de France et maréchal de Pologne, le général Foch. Maréchal de France, c'est pas tout à fait un grade, parce que le dernier grade, c'est le grade de général d'armée. C'est une distinction. Ok. Ce n'est donc pas une affaire militaire. D'autant plus que là, on voit bien que c'est le CNT qui... Mais on met en avant ces faits d'armes. On met en avant les faits d'armes. On peut mettre en avant vos faits de journaliste. Ça n'a rien à voir. Ok. Tous les maréchaux de France, d'ailleurs, par exemple, n'ont pas été que des militaires. Okay. Il y avait des civils, donc un peu cela. Et c'est la plus haute distinction militaire, mais pour devenir maréchal de France, par exemple, il faut être général. Il faut avoir le grade de général, c'est ça que vous avez des maréchaux célèbres comme Pétain, comme Leclerc, etc. Et en Pologne, par contre, c'est une dignité civile et qui est ex officio. Ça veut dire qu'on le devient parce qu'on occupe un poste, tout simplement. Et il y a 3 postes qui permettent de l'occuper. Il y a le maréchal de la Diète, c'est le président de la Chambre basse du Parlement. Tout simplement, le maréchal du Sénat, tout naturellement le président de la Chambre haute. Et puis, vous avez le maréchal de Vovoïde, qui est donc le président régional élu dans le cadre de l'Assemblée régionale. Donc, c'est vraiment des titres. C'est lié à votre fonction. Oui. Et c'est civil en Pologne. En France, c'est une distinction militaire. Okay. Ça ne vous confère pas une autorité de grade sur les autres parce que ce n'est pas un grade militaire. C'est une distinction, ça. C'est une dignité de maréchal. Mais alors, ce qui m'intrigue dans les affaires africaines, là, où on perd le temps, on s'embrouille, on ne va pas sur ce qui est essentiel, on va partout, là. Le dernier maréchal de France vivant est mort en 67. Il s'appelait Alphonse Juin. C'est le dernier vivant. Le Mitterrand a bien essayé en 84 de nommer un type maréchal là, mais bon, c'était à titre posthume. Donc les Français eux-mêmes, dont le titre de maréchal est, je vais dire, s'il vous plaît, historiquement le leur, parce que ça date du Moyen-Âge, je crois 1185, qu'on a créé cette affaire-là, depuis le Moyen-Âge français. Eh bien, depuis 1967, il n'y en a plus aucun qui est vivant. Aucun. On ne sait même pas ce qu'il avait pris Mitterrand en 84, il a voulu nommer un truc pareil, un certain conique, je crois. Mais c'était à titre posthume. C'était quoi le truc?
Alors, mais il y a une condition pour être nommé maréchal. Peut-être que c'est tout ça qui... Alors, ils disent de manière... C'est-à-dire que la coutume veut que vous soyez un général d'abord, un officier général, que vous ayez commandé votre armée à une victoire. Ça peut être sur le sol français ou hors du sol français. C'est pour ça qu'on va trouver donc des gens comme Leclerc qui va avoir des victoires en Afrique, mais qui va quand même particulièrement libérer Paris. Et on a beaucoup de maréchaux, par exemple sous Napoléon, qui le sont devenus dans les guerres napoléoniennes, qui étaient hors de France. Donc, on peut devenir maréchal comme ça en France. Et je vous ai dit ce que c'est qu'être maréchal en Pologne. Moi, le problème que ça pose et que ça soulève, et c'est pour ça que nous devons être extrêmement rigoureux en Afrique sur ce type de questions, parce que je vous ai dit comme ça, c'était une boutade. Est-ce que ça apporte la nourriture sur la table des Tchadiens? Vous êtes président de la République. Tous ces machins-là, où on met les étoiles, on va mettre les bâtons, ça vous apporte quoi de plus? Président de la République, vous êtes le patron. Mettez-vous au travail. Après, il faut organiser une cérémonie protocolaire, tout ça. C'est l'argent du pays, c'est les ressources du pays. Vous perdez le temps au cadre de votre pays. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Prenez le budget de cette cérémonie protocolaire. Créez une exploitation agricole qui produit du mil et du sorgho. Votre pays va vivre. Enfin, je crois que les Africains ont un problème avec les objectifs sérieux. Avec les vrais objectifs. C'est quoi cette affaire-là? Ça sert à quoi? Mobutu, pas Mobutu, l'autre là, comment il s'appelait? L'empereur. Bokassa. Il est devenu empereur. Mais regardez le Centrafrique aujourd'hui. Ça apporte quoi? Voilà le Centrafrique, le type était empereur. Ça apporte quoi? L'empire du Japon, c'est ce que c'est. Ouais. Hein? C'est puissant. L'empire de Centrafrique, là, c'est quoi? Il faut que les Africains arrêtent un peu de se disperser. Qu'on reste sur les choses essentielles et que ces choses essentielles, on en voit l'impact. Quel est l'impact du fait que le président du Tchad soit maréchal du Tchad? Ça apporte quoi? Ça crée quoi? Ça crée un avion? Ça construit un avion? Madame, ça fabrique un fusil, puisque l'on parle des faits d'armes. Ça fabrique un fusil d'être maréchal de France, maréchal du Tchad. Est-ce que ça produit le mil et le sorgho qui permet aux Tchadiens de manger? Ça apporte quoi? On est quand même parfois en Afrique vraiment dans des futilités qu'on ne comprend pas. Là, et il y a même quelque chose qui m'agace dans l'affaire. La distinction, elle est d'origine française. L'esprit de cette affaire, c'est français. Les attributs, c'est français. Hein, madame? Le protocole même sera français et dans le même temps, vous demandez aux Français de partir de chez vous. Il faut choisir. Son propre père, à la limite, il n'est plus là. C'était une certaine époque, on s'en fout un peu. Mais il portait une espèce de canne là, sur laquelle c'était écrit en latin. Terror belli decus pacis. C'est quoi cette histoire? Vous êtes au Tchad, vous avez une histoire où on est écrit en latin? C'est quoi cette affaire? Terreur en temps de guerre, ornement, honneur en temps de paix. C'est quoi ces histoires africaines-là? Mais laissez tomber, vous êtes président de la République. Thomas Sankara était capitaine dans l'armée, il était président de la République. Ouais. Vous vous souvenez des gens qui étaient généraux à l'époque? Vous vous en souvenez d'un seul? Pas du tout. Il était capitaine. Pas du tout. Ouais. Alors donc, il faut savoir rester sur ce qui est essentiel. Vous avez 40 ans, vous êtes général d'armée, vous avez le grade le plus élevé de l'armée. Vous voulez une distinction, elle vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Ça donne quoi de plus aux Tchadiens? Et ça pose un problème de fond que les gens ne voient pas et ce que les gens ne veulent pas soulever. C'est ça le problème de fond, je vais vous le dire. Le problème de fond, c'est la question de l'identité des Africains et des choix que nous faisons pour notre avenir. Est-ce que nous sommes là pour avoir tous les titres de la planète alors que les gens ne mangent pas dans notre pays? Alors que les enfants ne vont pas à l'école? Alors que le pays n'est pas sécurisé? Alors qu'on n'a aucune industrie? Alors qu'on n'a pas de monnaie? Alors qu'on n'a pas de route? On n'a rien? Et vous êtes là, ce qui vous intéresse, c'est les oripeaux de, ouais, vraiment, on a une distinction. Ça apporte quoi? Ça crée une route, ça construit une route. Sincèrement, ils sont rigoureux en Afrique. Nous manquons tellement de rigueur que les Occidentaux passent le temps à rigoler. Moi, je connais plein de blancs, là, à Douala, hors du Cameroun. Chaque fois qu'on parle, ils disent que, dis-donc, laissez vos histoires, là. Vous savez pourquoi il dit ça, madame? Vous bavardez là, vous les Africains, ça bavade, ça bavade, ça bavade. Vous avez un sous-marin.
Vous avez blablabla. Vous avez une usine qui fabrique même les munitions. Passez votre temps à bavarder. C'est-à-dire que nous devons, à chaque fois, nous avons l'impression que non, un truc est léger. C'est pas léger, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Nous sommes là sur des choses qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'impact sur nos populations. Et justement, c'est ça tout le problème que soulève le panafricanisme. Vous avez des postes, vous avez de l'autorité, vous avez du pouvoir. Qu'est-ce que le peuple en retire comme bénéfice? Qu'est-ce que le peuple en retire comme bénéfice? Et nous, là, vous, maréchal, tout ça, là, vous êtes dans des choses qui sont bien, c'est joli à prononcer. Mais au bout du compte, quand vous serez maréchal du Tchad, d'abord, c'est très bizarre, maréchal du Tchad. Mais quand vous serez maréchal du Tchad, est-ce que le fait d'avoir cette distinction vous donne davantage de pouvoir pour faire quoi que ce soit? Non, le pouvoir suprême, c'est celui du chef de l'État. Ça, ce n'est qu'une distinction. Est-ce que vous avez besoin de cette distinction-là? Ça vous apporte quoi? Est-ce que c'est pas une façon, pas d'honorer, mais lorsqu'on dit qu'on a quand même du respect, ou alors on a pris peut-être son paternel comme un exemple, suivre le pas de son père, voilà, peut-être symboliquement, parce qu'après, lorsqu'on voit quand même, lorsqu'on fait quelques pas en arrière, on voit les actes qui sont aussi posés par le président Mahamat, voilà. Madame, bon, excusez-moi. Oui. Vous voulez suivre les pas de votre père, vous suivez les pas de votre père dans ce qu'il y avait de positif. D'essentiel. D'essentiel et de positif. Ouais. Les histoires de distinction, tout ça. D'ailleurs, regardez même le père. Vous voyez que c'est les lubies d'un vieil homme. Il avait 30 ans de pouvoir, il avait un certain âge déjà. Et puis, peut-être qu'il voulait se faire plaisir là. Tous les vieux, ils sont parfois un peu capricieux. Ils veulent faire... C'est pas important. Ce qui importe, il a mené quand même un projet qui s'appelle le projet de Doba, l'exploitation de pétrole de Doba. Voilà les vrais exemples que vous devez suivre. Votre projet de Doba est où? Et le projet de Doba, c'était à peine 10 ans après son arrivée au pouvoir. Donc, vous êtes là depuis 4 ans. On peut imaginer que ça va beaucoup plus vite maintenant. Où est votre projet de Doba? 4 milliards de dollars d'investissement à l'époque, 3 000 milliards de francs CFA. C'est ça qu'il faut suivre. Ça a donné du travail aux Tchadiens. Ça a permis aux Tchadiens de se former et de devenir des ingénieurs, des experts dans ce domaine-là. Ça a permis d'avoir, je crois, une petite raffinerie au Tchad. Ça a permis de donner à manger aux Tchadiens. C'est ça l'exemple qu'il faut suivre. C'est tout ce que N'Djamena a là aujourd'hui, qui est construit un peu. Ça vient d'où? Mais ça vient de là. Donc c'est ça que vous devez suivre, pas les histoires qu'il faisait, bon, un vieux là, il essaie un peu de s'amuser. C'est pas ça. C'est ça le vrai exemple qu'il faut suivre. Et tout le drame que nous avons souvent en Afrique, c'est que parfois, vous avez quelqu'un comme ça, comme le président Mahamat, il n'y a peut-être personne pour lui dire, président, vraiment, ça, c'est une perte de temps. Les gens sont là à dire, oui, président. Or, parfois, vous trouvez que ce président-là a juste besoin que quelqu'un lui dise, mais non, président, mais non, voici les choses qui sont les plus importantes. Vous venez d'être élu. Vous êtes en train de préparer les législatives pour consolider en fait votre pouvoir. Votre pouvoir, oui. Vous croyez que c'est en annonçant aux Tchadiens que vous êtes devenu maréchal qui va consolider votre pouvoir? Si vous aviez annoncé aux Tchadiens que vous allez lancer une exploitation de gaz et que vous allez construire une usine qui va leur permettre d'avoir de l'électricité, qui va leur permettre d'avoir du gaz domestique à 100 francs ou à 1000 francs la bouteille, vous ne croyez pas que ça aurait permis aux Tchadiens d'être plus rassurés sur votre pouvoir, sur votre administration? Je crois que bon, c'est ça le problème de l'Afrique. Nous devons savoir exactement ce que nous voulons et qu'est-ce qui est prioritaire. Les questions prioritaires de l'Afrique aujourd'hui sont les questions de développement économique, sont les questions de l'industrialisation de l'Afrique et les questions de sécurisation de l'Afrique. Pour que nous ayons la sécurité, il nous faut l'industrie. Le Tchad ne va pas mener les opérations comme le Haskani tout le temps, tant que le Tchad ne pourra pas fabriquer ne serait-ce que des munitions. Le Tchad ne fabrique pas les armes. Il faut qu'on importe tout pour que le Tchad soit sécurisé. Quand vous vous posez cette question, vous avez le temps de devenir maréchal.
Merci à vous, docteur Yamtimba. C'est sur cette interrogation que nous fermons également cette page consacrée à l'actualité au Tchad. Le président Mahamat élevé à la dignité de maréchal. Merci pour vos commentaires, chers invités. Alors, direction le Sénégal, on l'a annoncé en titre. Et ce projet, cette annonce, on ne va pas dire projet, cette annonce du président Diomaye, on le sait, c'était le 28 novembre dernier, il s'interrogeait sur cette présence militaire française sur son territoire, et le président Diomaye a laissé entendre justement qu'il serait possible qu'il y a ce retrait des bases militaires françaises au Sénégal. En tout cas, ça fait la une de l'actualité. Sauf que derrière ce retrait, ce projet de retrait, on va l'appeler ainsi, il se cacherait autre chose. Des informations, ça et là, mettent en avant déjà un projet de dissuasion nucléaire. Alors, il y a une question sensible. Je vais intégralement lire ce que nous avons pu avoir comme bribe d'informations. Il y a une question sensible de la station de Rufisque qui remettrait donc en cause l'avenir d'un discret centre de transmission qui a longtemps rempli une mission en lien avec la dissuasion nucléaire. Apparemment implantée dans les années 1970, la station de Rufisque a servi de relais de communication aux sous-marins français, sillonnant ainsi les profondeurs de l'océan Atlantique, dont ceux qui assurent la dissuasion nucléaire française. Docteur Sango, à partir de là, on peut comprendre effectivement, parce que souvent l'on s'interroge, mais lorsqu'un État africain vous demande de partir, pourquoi vous ne partez pas? Lorsqu'un État africain vous dit, mais nous n'avons pas besoin de votre aide, vous refusez, vous persistez, vous acceptez que vos militaires, vos soldats meurent en Afrique. Pourquoi tout ce sacrifice? Et lorsqu'on a donc justement ce type d'information, on peut comprendre pourquoi est-ce que certains pays, dont la France, refusent souvent de quitter les territoires africains. Mais je pense que pour répondre à toute votre série de pourquoi-été, c'est justement à cause des intérêts, tout simplement. Oui. Puisque ce que la France donne, ce que la France gagne, n'est-ce pas, à travers les bases militaires, est 1000 fois rentable que ce qu'elle peut perdre en termes, n'est-ce pas, de ressources humaines, ressources financières, ressources, n'est-ce pas, économiques, etc., etc. Il faut dire que derrière cette affaire des bases militaires étrangères, il y a tout un phénomène, tout un marché économique qui se cache derrière. Parce qu'on a souvent parfois l'impression que c'est souvent de la philanthropie. En réalité, ce processus des bases militaires étrangères en Afrique est souvent débité dans le budget des États même africains, il faut le dire. Il faut le dire, les États africains, n'est-ce pas, participent au financement de ces bases militaires. Donc, en réalité, il faut savoir que la France, aujourd'hui, est dans une position très difficile. L'élément par lequel elle a toujours réussi à tenir les Africains, à implémenter son processus de déstabilisation, est aujourd'hui vomi par les Africains. Le Sénégal est en train de dénoncer. Hier encore, on en parlait avec les positions de Diomaye Faye. Est-ce que Diomaye Faye est aujourd'hui sincère à s'attaquant à cette problématique des bases militaires au Sénégal? S'il est avéré qu'il est sincère, c'est une bonne chose. Et là, il serait en train de mettre, n'est-ce pas, du pied dans la fourmilière, n'est-ce pas, de la France. Vous savez, dans les relations internationales, on nous a toujours habitués avec des slogans qui, en réalité, participent à retarder le développement des États africains. Les traités tels que le traité de la non-prolifération des armes nucléaires et bien d'autres traités. Vous imaginez, par exemple, que vous êtes dans un système international où vous êtes tous souverains. Mais certains États ne veulent pas que vous acquérez, n'est-ce pas, l'arme nucléaire, par exemple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le Japon, la France, les États-Unis, l'Allemagne, tous ces pays-là
ont des armes nucléaires. Au nom de quoi les États africains ne devraient pas aussi avoir les armes nucléaires? Il faut rappeler que si on prend par exemple l'histoire de l'Afrique du Sud, il faut rappeler qu'à l'époque de l'apartheid, l'Afrique du Sud avait l'arme nucléaire. Justement parce qu'à cette époque-là, c'est les Blancs qui géraient l'Afrique du Sud. C'était normal que l'Afrique du Sud détienne l'arme nucléaire. Oui. Mais une fois que le système de l'apartheid a été démantelé, vous avez vu comment on a tout fait pour que le dispositif nucléaire sud-africain se disloque. Oui. Donc en réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment certaines puissances occidentales, certaines puissances ont longtemps manipulé le continent africain. Au Sénégal, là, aujourd'hui, c'est en train de montrer aux yeux du monde qu'en réalité, il y avait beaucoup de choses qui se cachaient derrière cette affaire des bases militaires étrangères. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces bases militaires ne donne pas souvent seulement l'impression de sécuriser. Parce que derrière le phénomène de sécurisation, oui, ces puissances utilisent souvent d'autres actions qui participent à mettre les États en insécurité. D'autres actions qui participent à renfouler leurs intérêts. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on doit apprendre à être sincère et déterministe. Comme Diomaye Faye a démontré qu'il est prêt aujourd'hui à dénoncer ces bases militaires étrangères, à les faire partir, il n'a pas aujourd'hui droit de revenir en arrière. Il doit continuer dans cette décision, il doit travailler pour implémenter cette action pour que ces bases militaires étrangères au Sénégal quittent le Sénégal. Pourquoi? Parce que si les bases militaires françaises sont encore au Sénégal, ça met en difficulté le travail que les États de l'AES sont en train de mener aujourd'hui. Oui. D'accord? Ça les fragilise. Puisque en réalité, entre le Sénégal et le Mali, ce n'est qu'une frontière. Ce n'est qu'une frontière. Donc à partir de ce moment-là, nous pensons que pour que le continent africain soit sécurisé dans son ensemble, il n'est plus question que les bases militaires quittent un pays pour un autre pays africain. Il est question que ces bases-là quittent totalement l'Afrique dans sa totalité. Et je pense que le président Diomaye Faye doit rassurer les Africains aujourd'hui s'il veut démontrer aux Africains qu'il est vraiment panafricaniste parce qu'il a été élu sous cette idéologie-là. Il doit vraiment travailler pour que ces bases militaires quittent le Sénégal. Parce que si elles quittent le Sénégal, ce serait un soulagement pour les États de l'AES qui sont en train de montrer la trajectoire que l'Afrique doit désormais prendre. Donc, en réalité, voilà la problématique qu'il faut mettre sur la table. C'est une problématique manichéenne. Les puissances occidentales n'ont jamais voulu que les États africains se sécurisent par eux-mêmes. Donc, il faut que les États africains comprennent aujourd'hui que si on veut être vraiment autonome et souverain, il nous appartient aussi, n'est-ce pas, de produire nos armes nucléaires. D'accord? C'est la même chose avec le phénomène, n'est-ce pas, du changement climatique. Et quand vous voyez comment les politiques se planifient pour lutter contre ce réchauffement climatique, oui, vous comprenez en réalité qu'il y a encore de la colonisation là. C'est-à-dire les pays qui sont les plus pollueurs taxent les pays qui sont les moins pollueurs. C'est de ça qu'il est question. Et on vous interdit de vous industrialiser sous prétexte que vous allez polluer l'atmosphère. Donc vous voyez qu'en réalité, dans les objectifs de ces États-là, il n'est pas de leur intérêt que l'Afrique se développe. Et vous allez voir certains États africains sombrer dans ce genre de traités, signer ce genre d'accord. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique peut se développer sans des industries? La question c'est non. Oui. Est-ce que l'Afrique peut se développer sans l'énergie? La question c'est non. Comment donc vous pouvez aller signer ce genre de traité sur le plan international qui asphyxie votre développement, qui enterre vos capacités, n'est-ce pas, de vous développer? Donc en réalité, on a besoin aujourd'hui des leaders, aujourd'hui visionnaires, qui comprennent ces enjeux au niveau international. Parce que je vous ai toujours parlé de ce qu'on appelle le danger du traité sur le plan international. Oui. Vous allez voir certaines constitutions africaines où on va vous dire que le traité est supérieur à la constitution. Et certains États africains courir aller signer ce genre de traité. Mais madame, à partir du moment où vous signez un traité
qui vous dit que le traité est supérieur à la Constitution. Oui. Mais est-ce il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et étant donné que la Constitution est votre boussole de développement, est votre vision, la Constitution est l'élément qui vous projette en termes, n'est-ce pas, de projection économique. Lorsque vous faites ce genre d'action-là, ça montre qu'en réalité, vous n'êtes pas le leader qu'il faut à la tête de cet État. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il est important qu'on ait des leaders qui comprennent ce genre d'enjeu. Parce que tout se passe au niveau international. Tout se passe au niveau des rapports que les États africains entretiennent avec ces États occidentaux. Donc, il est important d'être, n'est-ce pas, visionnaire, d'être informé de ce genre de problématiques pour les dénoncer, les éviter ou du moins les supprimer au cas où on les avait déjà signés. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On a vu, et nous sommes en train de féliciter l'acte que Kaka Déby vient de prendre au Tchad. D'accord? Il y avait un accord de défense militaire qui encadrait le processus de sécurité entre le Tchad et la France. Il a vu que cet accord-là ne permettait pas au Tchad de se sécuriser. Il a dénoncé cet accord-là sur le plan international. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de rester dans cette logique qu'on a eu des accords lyonnais et penser que nous sommes obligés de rester là. On a des possibilités de les dénoncer. On a les possibilités de trouver des stratégies alternatives pour que l'Afrique aussi puisse prendre en main son destin et s'inscrire dans la dynamique du développement. Donc, derrière ce qui se passe au Sénégal, là, la France est tout simplement, ce qui se passe au Sénégal là, montre tout simplement que derrière cet accord de base militaire entre la France et le Sénégal, la France faisait des choses cachées qui entiraient l'intérêt économique du Sénégal et même de la sous-région du Sahel tout entière. C'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque vous voyez le positionnement d'une base militaire, ce positionnement n'est jamais stratégiquement neutre. On positionne une base militaire dans un pays. Regardez même d'abord la position que ces bases militaires occupent dans des pays. Ce n'est pas dans n'importe quelle région. On les positionne dans des endroits stratégiques. Et lorsqu'ils le font, ils le font à dessein. C'est pour leur permettre, n'est-ce pas, de se déployer facilement, d'atteindre certains objectifs qui vont généralement au-delà de l'État qui abrite ces bases militaires. Donc aujourd'hui, je pense que les Africains ne sont plus dupes. On doit dénoncer ce genre d'accord, on doit les chasser parce que c'est encore hier que je vous disais que la France aujourd'hui ne représente plus rien dans la galaxie des rapports internationaux. Et il y a la question de savoir qui de la France et de l'Afrique peut vivre sans l'autre. Je pense que c'est la France qui ne peut pas vivre sans l'Afrique aujourd'hui. Lorsque vous avez une telle réalité au niveau économique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan stratégique, culturel et même commercial, pourquoi avez-vous peur de prendre des décisions aussi radicales ? Pourquoi avez-vous peur? Et vous allez voir certains Africains aujourd'hui surfer sur des discours en disant que si on rompt avec la France, on va souffrir dans nos économies. On va passer des lendemains tellement difficiles. Mais c'est des discours, n'est-ce pas, réductionnistes qu'il faut dénoncer. Parce que la réelle politique nous donne à voir que la France, en réalité, n'est pas un partenaire qui peut permettre à l'Afrique de se développer. Et en réalité, si elle a impulsé une certaine puissance sur le plan international, c'était justement parce qu'il y avait encore cette connexion entre elle et l'Afrique qui lui permettait, n'est-ce pas, d'avoir du carburant pour se maintenir sur le plan international. Donc les Africains ne doivent plus avoir peur. La France ne représente rien. Elle n'est qu'une coque qui aujourd'hui est en train de disparaître. Il faut donc mettre le pied sur l'accélérateur pour que la France parte définitivement. Parce que si les Africains ne font pas attention, la France peut revenir. Elle est fragilisée aujourd'hui, mais elle peut revenir à travers ce que Dobré appelle la mise en œuvre des mécanismes institutionnels de la dernière heure. Donc, il peut arriver que la France utilise certaines stratégies qui lui permettent de ramener son influence si et seulement si les Africains commettent certaines erreurs
dans leur dynamique de souveraineté et de libération. Merci à vous, Dr Sango, pour cette analyse. Alors, on est au Sénégal pour parler de ce projet, cette annonce de retrait de l'armée française. Est-ce là une interruption d'après les informations que nous avons eues aussi, les analyses du Dr Sango? Est-ce qu'on ne fait pas la face à une interruption d'un projet nucléaire français, un projet discret, caché même pour certains, alors qu'on parle de base militaire française? On comprend, Dr Yom Timba, qu'au-delà, comme l'a d'ailleurs indiqué le Dr Sango, il y a d'autres activités connexes très secrets, justement, qui mettent à mal forcément non seulement l'économie, mais aussi la sécurité des États africains. Ben, écoutez, madame, nous allons regarder. Oui. Nous allons regarder. Il y a une carte là sur les bases militaires françaises. Donc, il faudrait qu'on regarde ça. Là, nous avons une carte de l'Europe et de l'Afrique. Il faudrait qu'on comprenne bien. On commencera par celle-ci. Quand vous regardez cette disposition, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Oui. Là, le monde, il paraît simple, il paraît tout à fait ne rien avoir. Mais en réalité, pour que vous puissiez avoir, je vais juste expliquer un certain nombre de dispositions de ce qu'on appelle souvent la dissuasion nucléaire. Parce que quand on le dit, tout le monde pense qu'il y a un sous-marin qui se trouve n'importe où dans le monde, il va faire ce qu'il veut. Il y a ce qu'on appelle, non, pas forcément. Vous avez vu cette carte-là. Quand vous êtes en Europe, vous avez besoin de contrôler. Parce que la dissuasion, ça a toujours été par rapport à l'URSS hier et à la Russie aujourd'hui. Oui. Donc, il faut pouvoir s'assurer de... Le sous-marin, il n'est pas statique. Il bouge, il se déplace, etc. Et comme c'est armé de missiles balistiques intercontinentaux, donc il peut se retrouver partout. Et le fait que le sous-marin puisse aller partout permet donc qu'il passe de l'Europe tout au nord là, peut-être qu'il contourne l'Afrique, va vers l'océan Indien ou va vers l'Europe du Nord. Ça permet d'être sûr à tout moment que, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut envoyer des missiles vers la Russie, puisque aujourd'hui il s'agit de la Russie. Dans cette question de dissuasion nucléaire vont demander une infrastructure globale. Et vous allez voir par exemple les relais de télécommunication. Beaucoup d'Africains, ce genre de choses, quand ils les voient, pour eux, c'est des plateformes pétrolières, tout simplement. Mais une grande partie des plateformes pétrolières sont purement et simplement des relais de transmission de télécommunications, en fait, qui sont donc disséminés à travers la planète. Et vous allez évidemment, personne ne va vous raconter que c'est ça. Mais ce sont à travers un certain nombre de ces plateformes qu'on va dérouler les câbles. Je vous ai envoyé une autre carte qui a le système des câbles, des fibres optiques qui enserrent le monde entier. Mais lorsque vous regardez ça, évidemment, il y a des zones d'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on positionne un certain nombre d'équipements qui vont permettre donc en réalité de s'assurer que les câbles sous-marins fonctionnent bien. Mais ces zones-là sont en même temps tout naturellement des zones où, en réalité, on va avoir purement et simplement la possibilité de capter un certain nombre d'informations. Ici, vous avez le déploiement militaire français en Afrique. Quand vous observez ceci, tout est simplement dans le suivi de ce qu'on a à faire. Quand vous regardez les bases militaires telles qu'elles sont positionnées, tout le monde vous dira Djibouti, oui, c'est pour contrôler le détroit la mer Rouge, en fait, l'entrée de la mer Rouge et puis le canal de Suez un peu plus haut. Le Sénégal est là, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'en réalité, lorsqu'on dit l'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vous voyez bien qu'il contrôle toute l'Atlantique Nord de l'Afrique. Toute la zone de l'Atlantique Nord de l'Afrique. Regardez bien la carte. Il contrôle toute la zone de l'Atlantique Nord de l'Afrique et puis il contrôle à travers Djibouti. Ils ont accès à la mer Rouge et donc tout ce qui vient de l'océan Indien. Et vous savez que les Américains ont la base de Diego Garcia juste au nord de Madagascar. Et vous avez les Français qui sont entre Madagascar et l'Afrique. Ils ont les îles Éparses où ils sont installés ainsi que la Réunion. Les Anglais, en face de la Namibie, ils ont l'île de Sainte-Hélène. Vous voyez comment l'Afrique est encerclée? Tout simplement, c'est ça qu'ils font. Et vous avez vu que les bases du Tchad et du Niger, particulièrement celles du Tchad, dérangent parce que les bases du Tchad, on ne sait même plus si c'est 3 bases ou c'est 9 bases militaires. Bon, peut-être qu'un jour on le saura. Vous voyez bien que les bases du Mali,
ce qu'il y avait au Burkina et ce qu'il y a au Tchad et au Niger, vous voyez que c'est pour pouvoir contrôler le Sahel. Et vous voyez que la RCA, ça permet de compléter le dispositif qui est au niveau du Gabon. Parce que ça permet de contrôler l'Afrique centrale. Et c'est pour ça qu'on s'est précipité dans un partenariat avec la RDC. Regardez bien, regardez comment c'est disposé. À partir de la RDC, c'est plus facile de joindre Djibouti. Et vous avez la Réunion qui est juste en bas. Donc, quand vous prenez les cartes, parce que nous devons toujours parler avec les cartes, ça nous permet de voir, de ne pas être en train parce que les gens vont nous accuser après. Oh non, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Voilà les cartes, voilà ce que les cartes disent. Si vous regardez les cartes qui a, par exemple, la fibre optique sous-marine, avec le concours de la réalisation, vous allez voir encore d'autres choses. Vous avez vu tout cela. Vous voyez bien que ça dessert un certain nombre de ports, et vous voyez que ça couvre le monde entier. Sauf que pour que ceci fonctionne, vous avez un certain nombre d'équipements qui doivent assurer l'entretien et la maintenance de ces câbles tout le long, et qui doivent assurer le suivi, la pose même de ces câbles-là. Mais lorsque vous avez des gens capables de contrôler le monde tel qu'il est là, et que les câbles leur appartiennent ou c'est eux qui les posent, qu'est-ce qu'ils font? Quand il leur faut en fait des points d'écoute. Les bases militaires françaises en Afrique sont essentiellement des points d'écoute. Et ces points d'écoute sont des points de relais d'information. La plupart des plateformes pétrolières, ce sont des équipements de relais d'information à travers le monde. Et donc, quand vous avez la présence française au Sénégal et que vous êtes à Dakar, c'est pas loin de la présidence, c'est pas loin de la côte, vous avez donc Rufisque qui est tout à... Parce que quand on dit Rufisque, beaucoup de gens ne voient pas, ce n'est qu'un quartier de Dakar. Et c'est le quartier qui est le long de la mer. Donc c'est à côté de la mer. Et les Américains eux-mêmes ont construit l'ambassade pas loin du point le plus à l'ouest du Sénégal. Et donc vous vous rendez compte que, en réalité, ce à quoi nous avons affaire, c'est non seulement qu'on encercle l'Afrique, mais que dans le dispositif de cette dissuasion nucléaire française, on devait utiliser justement un certain nombre de points de relais d'information. Bon. Qu'est-ce que le président Diomaye Faye a-t-il trouvé? Pourquoi le président Macky Sall a-t-il eu des problèmes avec les Occidentaux, particulièrement relativement à ce qu'on a des découvertes d'uranium au Sénégal? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi aujourd'hui le Centrafrique est mêlé à une histoire? On raconte qu'il y a une fausse lettre, une vraie fausse lettre, personne ne sait réellement de quoi il s'agit. Il faut qu'on sache très bien où on est. Et il faut savoir que là, on parle d'essais nucléaires. Excusez-moi, je parais un peu long, je vais rapidement. C'est un sujet important. Le dernier essai nucléaire français date de 1996, parce qu'il y a eu le traité d'interdiction des essais nucléaires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'essais nucléaires. On a les essais nucléaires atmosphériques, c'est ce qui se fait au niveau du sol. Ça crée une diffusion extrêmement importante de la radioactivité à cause des vents qui vont balayer tous ces éléments-là. Vous avez les essais nucléaires sous la mer et vous avez les essais nucléaires souterrains. Les Français, officiellement, n'ont fait des essais nucléaires qu'en Algérie et en Polynésie. Or, aujourd'hui, on estime qu'il y a des modèles mathématiques qui permettent de faire des tests. On n'a plus besoin de faire ces tests grandeur nature. Et donc, en 1996, la technologie était acquise. Le problème, c'est que ce traité d'interdiction des essais nucléaires, vous avez un certain nombre de pays qui ne les ont pas signés. Les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël. Et on comprend que la Russie et la Chine ne l'ont pas signé parce que les États-Unis ne l'ont pas signé. Tout simplement. Et la France l'a signé. Et la France, depuis 1996, n'a pas officiellement fait d'essai nucléaire. Le dernier essai nucléaire, je crois, date de 2017, a été fait par la Corée du Nord. Et c'était, je crois, un essai souterrain. La conséquence, c'est que avec l'évolution de la situation en Ukraine et avec la modification de la doctrine nucléaire russe qui permet l'utilisation des armes nucléaires, on sait très bien que le bloc occidental s'est réveillé et se dit il vaut mieux qu'on revoie quand même, parce que les modèles mathématiques c'est une chose en laboratoire, après on fait de petits essais un peu en France là, mais qui sont très limités, pas très grands, juste pour valider les modèles mathématiques. Mais là,
ce que les Russes, la modification de la doctrine nucléaire russe, dit que ce qu'on appelle ce n'est pas des essais, ce n'est pas des tests, mais c'est des tirs au combat qui pourraient être faits à tout moment. Or, les tirs au combat, on n'en a eu que 2 dans l'histoire. Osaka, Nagasaki, par les Américains. Et les Russes disent, nous sommes prêts à faire des tirs au combat si vous continuez à attaquer notre territoire. Mais c'est tout à fait compréhensible que les autres, je veux dire, ça saute aux yeux, que les autres vont réagir en disant, nos vieux arsenaux là, quand même qu'on puisse enlever un peu de poussière, qu'on vérifie que tout va bien. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que du fait de ce type d'analyse, vous voyez qu'on est en train de parler du Sénégal, mais l'explication semble venir de très loin, ça vient de Russie. Tout à fait. C'est ça qui amène les gens à se dire, il y a certainement le fait que les gens voulaient revoir toute leur dissuasion nucléaire, comment elle est structurée, organisée. Il y a là-dedans les essais, les équipements lanceurs d'engins, les engins eux-mêmes, etc. Les personnes, etc. Est-ce que la situation est telle que les gens veulent quand même revoir si les équipements marchent, donc on peut faire un test? C'est une possibilité. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, du coup, nous, les Africains, on s'interroge et on regarde tout ça avec beaucoup de suspicion. Ce d'autant plus que les journalistes français, c'est eux qui alimentent. Ils sont tellement médiocres et incompétents que quand vous lisez ce qu'ils écrivent, ils mettent plus de l'huile sur le feu que de calmer le jeu. Ouais. Quand vous regardez, il y en a un qui a écrit sur un média je ne vais pas le citer ici, un de leurs médias à 3 lettres se terminant par I. Vous regardez ce qu'ils écrivent et vous vous demandez, est-ce que ce sont des journalistes qui ont une idée de ce qu'on appelle une arme nucléaire, ou est-ce qu'ils sont simplement des types qui sont tellement contents d'écrire quelque chose que les mots qui sortent leur plaisent dans la bouche et sur les yeux, et donc ils se disent non, j'écris très bien la langue de mes ancêtres français. Mais messieurs, vous devez faire attention, vous n'êtes pas... Ils passent leur temps à donner le sentiment que en réalité les Africains voudraient même que les Russes attaquent l'Europe, que les Mali. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et au lieu d'expliquer que on ne leur demande pas de nous donner la connaissance que nous venons d'expliquer là, du dispositif de dissuasion nucléaire qui a besoin de beaucoup de relais de communication, qui a besoin de beaucoup de renseignements, qui a besoin d'avoir une infrastructure qui est constamment mise à jour. Et c'est pas ça. On leur demande pas ça, on le sait. On n'a pas besoin on sait, on vient d'en parler. Mais on a besoin que tout le monde se dise, face aux armes nucléaires, nous devons faire attention. Et ces armes nucléaires peuvent s'accompagner de choses encore terribles. Parce que le missile Oreshnik, quand on le lance, vous n'avez que de la poussière après. Que de la poussière. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas on dit que quelque chose est tombé. Vous n'avez que de la poussière. Et vous avez à côté des armes nucléaires qui ont un effet radioactif qui est extrêmement dangereux pour tout le monde. Pourquoi est-ce que les gens passent le temps à vouloir mettre de l'huile sur le feu? Ils sont tellement... on dirait qu'il y a une telle inconscience en ce moment en Europe que les gens ne se rendent pas compte que le monde peut basculer à tout moment vers une 3e guerre mondiale. L'autre dernier élément, je sortirai par là, qui peut justifier ou qui peut mieux expliquer la situation à laquelle nous faisons face. Vrai, faux document, c'est pas ça le problème. Le président Faye a dit quelque chose, il y a l'ambassadeur de France qui a démenti ceci, etc. On prend tout ça. Vous avez quand même le fait qu'il vient de se passer quelque chose au Moyen-Orient. Et cette chose qui vient de se passer au Moyen-Orient n'est pas très loin d'entraîner une guerre nucléaire. Si une guerre nucléaire se déclenche, tout le monde sait qu'Israël a des bombes nucléaires. En réalité, personne ne sait vraiment si les Iraniens en ont ou n'en ont pas encore. Personne ne le sait. Mais même s'ils n'en ont pas encore, on a ce qu'on appelle les bombes sales, qui utilisent en fait les déchets d'enrichissement ou des trucs enrichis à 60% qui correspondent au nucléaire civil, mais qui peuvent faire d'énormes dégâts. Et il y a beaucoup de déchets qui peuvent être utilisés. Si on se retrouve dans ce genre de choses, comment va réagir l'Europe? Donc ça devient extrêmement grave. Et on peut comprendre qu'à partir de ces 2 éléments-là, la Russie et le conflit en Ukraine et ce conflit au Moyen-Orient, mais ça paraît logique que les pays occidentaux aient besoin également, mais de s'assurer que leurs équipements fonctionnent. Donc quand les gens viennent raconter une histoire selon laquelle le président sénégalais serait subitement devenu un fou,
ou que subitement les Africains qui disent attention, doit y avoir des programmes, si des programmes ça serait devenu, il faut faire attention. Non, c'est pas du tout ça. C'est que les gens analysent une situation et ils se disent on est beaucoup plus en danger qu'on ne le croit. Et lorsqu'on faisait les essais nucléaires en Algérie, mais est-ce que la France parlait de ça aux gens? Aujourd'hui, il y a les leaders polynésiens qui ont exigé de l'Assemblée nationale française, qui exigent de l'État français toute la clarification sur les essais nucléaires qui ont eu lieu en Polynésie et des réparations pour tout ce que les gens ont subi, parce que on pense que la radioactivité, les gens l'ont subi jusqu'à 10 ou 20 fois les normes admises par le commissariat à l'énergie atomique de la France elle-même. Donc on est quand même dans une situation délicate et on est là dans des pays qui soit ont de l'uranium, c'est le cas du Sénégal, soit des pays qui ont effectivement un dispositif de dissuasion nucléaire qui ne peut fonctionner que si c'est un dispositif qui est international, qui est mondial. Et à partir de là, la question devient, lorsque vous dites que, lorsque les gens disent qu'il y a beaucoup de fausses informations, etc., je dis ceci que je dis depuis toujours. Toutes ces informations qui circulent, soit ce sont effectivement des faux. Et dans ce cas, je crois que la communication de l'État français est mauvaise. Si c'est des faux, vous rassurez. Vous n'êtes pas là pour bomber le torse alors que c'est faux. Vous rassurez, vous demandez à vos journalistes, à votre armée cybernétique qui s'ennuie de se calmer, de rassurer et de prouver que c'est un faux. C'est tout. Et que vous n'avez pas de telles intentions. Soit vous avez compromis les États que vous citez, le Sénégal et le Centrafrique, et dans ce cas, vous jouez un jeu dangereux en voulant les obliger à reconnaître publiquement la coopération, la collaboration avec vous. Avec la France, oui. Et dans ce cas-là, vous êtes en train de créer quelque chose dont vous n'avez aucune idée des conséquences qui peuvent être terribles pour vous. La troisième chose, peut être une simple opération de déstabilisation. Dans ce cas, la France doit faire attention à ne pas déstabiliser tous les États, alors que dans le cas de l'Afrique, les Africains ne sont contre personne, les Africains sont pour quelque chose. Ils sont pour leur souveraineté, pour leur liberté, ils sont pour leur développement et pour leur sécurité. Ils ne sont pas contre la France. Ils demandent simplement que quelqu'un qui vous demande d'aller chez vous, mais n'est pas contre vous. Vous avez le chez vous, non? Quelqu'un qui vous demande d'aller chez vous n'est pas contre vous. Le Tchad n'est pas contre la France. Le Sénégal n'est pas contre la France. Le Mali n'est pas contre la France. Ni le Burkina, ni le Niger, ils ne sont pas contre la France. Ils sont pour leur souveraineté, pour leur liberté, pour leur sécurité, c'est tout. Si un pays est pour sa sécurité, en quoi elle est contre vous? Parce que vous pensez que vous avez des intérêts dans ce pays? Alors, quelle est la réciproque? Quels sont les intérêts de ce pays chez vous? Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. On est dans une situation extrêmement délicate. Et toutes les infrastructures que nous avons dans nos pays, de télécom, et toutes ces affaires qui concernent, peuvent être utilisées comme des relais des usines, des bases militaires, des réseaux de télécommunications, des plateformes pétrolières, des plateformes gazières. Il faut que les Africains fassent attention. Oui. Tout ça fait partie du dispositif nucléaire des grandes puissances dans le monde. Tout cela fait partie du dispositif nucléaire des grandes puissances dans le monde. Le Sénégal ou alors les États africains, précisément le Sénégal, aurait-il découvert autre chose? D'où cette sortie d'ailleurs qui avait beaucoup intrigué, parce que cela a été comme une vague. Après le Tchad, il y a eu cette sortie également du Sénégal. Dans le même temps, comme l'a rappelé le docteur Yam sur le plateau, il y a eu une affaire de fuite de correspondance du côté du Centrafrique, où on parlait d'essais nucléaires ou d'armes létales sur le territoire centrafricain. Des faits comme ça qui sont quand même assez intrigants et qui nous poussent à nous interroger, bien sûr, ce matin. Le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou simplement Skype for You TV. Vous appelez, vous contribuez, donnez votre point de vue sur les problématiques posées sur la table ce matin ou alors posez vos questions à nos invités qui se feront le plaisir de vous répondre. Le premier téléspectateur au standard. Allô? D'accord. Bonjour.
bonjour. La grande dame Manela, vous salue. Bonjour. Madame de Kazan. Je salue aussi le docteur Sango. Je salue l'animateur qui est à côté de Sango. Oui. Non, excusez-moi. Le docteur Yam, allez-y. Monsieur Aïchi Anatole, voilà. Tout d'abord, je voulais vraiment saluer par rapport à la pêche de Pétia. Je salue aussi les techniciens par rapport à leur bravoure à travers la diffusion des informations. Je voulais vraiment parler de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au départ, le retrait de l'armée française au Sénégal. Tout d'abord, il faudrait que nous revenions toujours en arrière pour voir ce régime qui est aujourd'hui au pouvoir, le régime de Mafaï Sonko. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a eu le discours de M. Diomaye par rapport à ce retrait. Mais ma question est tout d'abord à M. Sango. Est-ce qu'il faut-il avoir confiance à ces gens de personnes qui font des discours, mais sans l'action? Parce que depuis fort longtemps, même avant les élections, avec M. Macky Sall, Sonko avait promis à la population le départ de cette armée. Est-ce que ce n'est pas ça qui les amène aujourd'hui à 10 ans qu'ils sont en train de prendre des initiatives par rapport à ce qu'ils avaient dit lors des élections? Je ne suis pas sûr que ces personnes sont sur eux. Est-ce qu'il faut-il avoir confiance à ces personnes qui sont aujourd'hui une arrière-base, qui ont aidé aujourd'hui l'intervention de l'ambassadeur ukrainien qui a parlé, mais sans issue de ces autorités, attaquant l'AES. Donc, par rapport à tout cela, je suis sûr que ce que M. Diomaye vient de dire, nous attendons vraiment que ce soit ça. Ça soit vraiment ça. Sincèrement, sans vous mentir, que personne ne confie à ces personnes. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont là aujourd'hui. Ils ont fait des deals. Ça, je le dis et j'insiste. Ils ont fait des deals pour venir au pouvoir. C'est pour cela aujourd'hui, paraît-il qu'ils ont eu un peu de pression de la population, ce qui les amène à vouloir dire qu'ils sont en train de faire des efforts pour renvoyer. Est-ce qu'il y a une rupture douce dans cette équipe-là? Parce que tu m'as fait, ils partiront, mais ils vont négocier. Est-ce que le départ de l'armée française, faut-il négocier? Je ne suis pas sûr. C'est pour cela que je dis, faut-il vraiment avoir confiance à ces gens de personnes? Vous voyez? Et en dehors de ça, après les 100 jours, allô? 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 Est-ce que notre téléspectateur est là? On a malheureusement perdu notre téléspectateur. Merci en tout cas d'avoir appelé. Je pense que l'essentiel a été dit. On prend un autre appelons. Allô? 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 Bonjour. Ok, d'accord. Maïla Chike, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Yang Timba. Bonjour, docteur Sango. Bonjour, technicien. Bonjour, standard. Maïla Chike, que le président sénégalais, hier, je l'ai dit, s'il veut être bon président pour les Africains, raison pour la cause qui met fin à la coopération militaire française, c'est-à-dire que l'armée française quitte le Sénégal,
si ça peut le mettre en difficulté, qu'il envoie l'affaire à l'Assemblée nationale. Voilà. Son ministre des Affaires étrangères est le patron de tous les étrangers qui se trouvent au Sénégal. Que le ministre des Affaires étrangères envoie ce problème à l'Assemblée nationale où le peuple se réunit, où la voix du peuple est entendue, pour que cette affaire-là soit dénoncée, pour que le peuple prenne connaissance de ce projet. Le projet diabolique qui est caché derrière l'armée française au Sénégal. Je pense qu'on parle des essais de nucléaires. Quand on parle des nucléaires, c'est eux-mêmes qui interdisent les autres pays de produire les armes nucléaires et ils envoient ces armes nucléaires essayer sur notre continent. Ça s'est passé au Tchad et je crois en République centrafrique. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Donc, moi, je veux que le président Diomaye Faye, s'il va se sentir menacé, il n'a qu'à porter cette affaire à l'Assemblée nationale. Voilà, il n'a qu'à aller à l'Assemblée nationale et expliquer à la population pourquoi l'armée française est en train de quitter le Sénégal. Là, comme ça, il est protégé aussi par la population. Que ce matin, je ne voulais pas monopoliser la parole. Simplement, docteur Nyantima, merci beaucoup pour votre temps que vous accordez à For You Media pour nous expliquer l'histoire. Et on apprend beaucoup de toi. Docteur Sango, sois salué. Merci aussi pour le temps que tu viens chaque jour nous expliquer l'histoire. Merci aux techniciens, merci aux standards. Manuel Achike, sois remercié sincèrement parce que vraiment, tu n'as pas été journaliste de maison. Voilà. Tu as choisi le risque de défendre l'Afrique parce que souvent, on voit que les Occidentaux assassinent ceux qui portent le projet de défendre l'Afrique. Mayena Chike, vous avez fait un bon choix. Que Dieu vous bénisse. Depuis Afrique Média, aujourd'hui, je suis For You Media. Mayena Chike, ce n'est pas facile. Vous êtes vraiment une femme dynamique, digne de sa race. Mayena Chike, merci. Que Dieu vous bénisse. Que bénisse For You Media. Que bénisse tous vos invités. Qui nous garde en santé pour qu'on puisse libérer l'Afrique. Et je pense qu'on a déjà libéré l'Afrique et on est libre. Merci beaucoup, Mayena Chike. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Kofi. Merci beaucoup pour ces encouragements. Merci infiniment. C'est vous qui nous donnez, bien sûr, la force. Journalistes, comme techniciens, comme panélistes, experts qui viennent sur nos plateaux. C'est vous qui nous donnez la force tous les jours, justement, de continuer, de poursuivre ce combat. Merci infiniment. On va prendre un autre téléspectateur. Allô? Ouais, ma provocation, c'est pour demander, est-ce que par rapport à la chute de Bachar al-Assad, est-ce que l'État peut s'enquêter? Allô? Allô? Oui, monsieur, on vous suit, hein? On vous suit. Allô? Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Allô? Allô? Je dis. Ok. Je vous reçois maintenant. Ok, allez-y, allez-y. Allô? Je dis par rapport à la chute de Bachar al-Assad en Syrie, est-ce que c'est s'enquêter? D'accord, merci à vous. Merci quand même. Merci d'avoir réessayé. On prend notre téléspectateur. Allô? Bonjour. Un autre appelant. Allô? Allô?
Monsieur, bonjour. D'accord. Bonjour, Madame Manela, c'est Monsieur Abdelaziz qui est de retour. Ok, Monsieur Abdelaziz. Oui, donc, Monsieur Yamtimba, que je voulais saluer, et donc je suis revenu. Et je parle toujours de ce régime de Diomaye et Sonko. Et par rapport à ce retrait, je suis en train de regarder toujours dans la barre. Et là-bas, nous parle beaucoup de choses par rapport à ces deux personnes avant qu'ils ne viennent au pouvoir. Et nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Et aujourd'hui, ces jeunes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'espoir que l'Afrique avait pour eux, l'espoir que nous avons eu pour eux sur For You Media, aujourd'hui, 90% d'espoir est parti dans l'eau. Grâce à ces jeunes personnes, vous avez donné vraiment beaucoup d'espoir. On les a soutenus sur ce média. Mais aujourd'hui, je vous assure que 90% des Africains n'ont plus confiance. Je voulais interpeller nos frères sénégalais. Ce n'est pas parce que nous, on n'aime pas ces présidents-là. L'action qu'ils ont demandé, qu'ils vont mener, c'est pas ça aujourd'hui, ils sont en train de faire aujourd'hui. Quel qu'en soit aujourd'hui, je ne vois pas en train de parler du retrait de ce régime. Je vous assure que moi je ne vais pas. Sincèrement, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme, mais je vous assure que nous attendons toujours la suite. Vous allez voir. Jusqu'à la fin de leur régime, les 5 ans, vous allez voir. Ce sont le bilan sera neutre. Rien du tout. Et vous allez voir. Je vous assure que le départ de l'armée française, c'est un leurre. Ils ne partiront pas, je vous assure. Nous attendons toujours la suite. Merci beaucoup. Dans une petite continuation pour ce matin. Soyez bénis. Merci à vous, Monsieur Abdelaziz. Merci infiniment. Nous allons bien évidemment et naturellement sanctionner le terme qualificatif adressé à ces dirigeants sénégalais. Vous savez que nous ne pouvons pas l'accepter. Nous respectons votre avis, mais nous sommes obligés, bien sûr, au nom du média, de sanctionner ces termes. Nous les retirons. Et voilà, on vous remercie de votre intervention ce matin. Un autre appelant, peut-être le dernier pour cette série. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Alors, le standard, on a beaucoup de soucis avec les appelants. Peut-être qu'il faudra d'abord fermer. Peut-être d'ici la fin, on va voir si on pourra y retourner en espérant que le problème sera résolu. Chers téléspectateurs, lorsque vous appelez, baissez le volume de votre récepteur ou téléviseur à la maison. Cela fait aussi partie des problèmes que nous rencontrons là depuis le matin. Ne vous réécoutez pas à la maison, ne cherchez pas à vous réécouter. Lorsqu'on vous décroche, ça c'est que vous êtes déjà en direct, vous êtes déjà à l'antenne. Donc, participez tout simplement. Alors, merci en tout cas d'avoir, pour tous ceux-là qui essayent depuis le matin, je pense que on va voir. On pourra revenir dans quelques minutes au standard, le temps de régler ces petits détails. On revient sur le plateau avec nos invités. Docteur Sango, tout à l'heure, il y a eu justement cet exposé à la suite du docteur Yamtimba. Les téléspectateurs également. C'est vrai que le docteur Yamtimba a brossé un certain nombre quand même d'éléments sur la base justement des cartes. Merci à vous, docteur Timba, pour ces cartes que vous nous avez bien sûr proposées ce matin. Et on a vu une sorte effectivement de ramification entre différents faits, différents éléments, différentes actualités que nous avons d'ailleurs commentées ici sur ces plateaux, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit au Tchad, au Sénégal, il y a l'actualité du côté de l'Ukraine, il y a bien sûr le Moyen-Orient. On voit en tout cas que rien n'est fait, bien sûr,
au hasard et effectivement, ce possible départ des forces françaises, des forces militaires françaises au Sénégal pourrait justement mettre à jour ou alors dévoiler un important secret qui pourrait porter même à mal la politique française, qui pourrait mettre à mal la politique française en Afrique. Oui, avant de me prononcer là-dessus, sur l'apport des cartes que Dr Yam a si bien fait, je voudrais répondre au téléspectateur qui m'a interpellé là sur la sincérité des dirigeants sénégalais. Du président sénégalais Diomaye Faye. Il faut beaucoup plus parler du président Diomaye Faye parce que c'est lui qui a les rênes du pouvoir. Tout à fait. D'accord. En réalité, c'est hier encore que nous en parlions sur sa position. Et je disais que Diomaye Faye, depuis qu'il est arrivé à la tête du Sénégal, est plus dans des discours qu'il ne l'est dans des actions. C'est ce que je disais hier. Et je pense que cette façon de faire là n'est pas neutre parce que ça ne rassure pas les Africains, ça n'augure pas des lendemains meilleurs puisque les Africains aujourd'hui ont plus besoin des actes que des discours. Depuis qu'il est arrivé à la tête du Sénégal, il n'a pas encore posé une action panafricaniste, une action concrète prise dans des situations elles-mêmes concrètes qui pourraient participer à rassurer les Africains. Peut-être au même titre que, par exemple, le président Kaka l'a fait du côté du Tchad. Donc, en réalité, cette façon de faire aujourd'hui donne beaucoup plus du pouvoir au camp d'en face qui est l'impérialisme. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être neutre parce que lorsque vous voyez le discours de Diomaye Faye, il a, n'est-ce pas, l'intention, il donne l'impression de faire dans les deux blocs. Il ne veut pas laisser un bloc au détriment de l'autre. Oui. Il veut manager dans les deux blocs. Or, aujourd'hui, il est démontré que la coopération entre le bloc de l'AES qui représente aujourd'hui l'idéal type de la libération du continent africain est totalement impossible avec la coopération impulsée par exemple par la CEDEAO. Parce que chaque fois qu'il fait les sorties, c'est pour faire un rapprochement entre l'AES et la CEDEA et la CEDEAO. Donc ces deux blocs en réalité sont incompatibles aujourd'hui compte tenu des objectifs mais aussi et surtout des discrepances qui les caractérisent. Pour revenir maintenant sur l'affaire, n'est-ce pas, nucléaire, dont Dr Yam a su très bien poser le décor, je pense que ça pose la problématique du contrôle du continent africain. Et lorsqu'on parle du contrôle du continent africain, c'est sur tous ces plans. Sur tous ces plans, parce que lorsque vous êtes un continent, vous êtes un pays qui est contrôlé par d'autres, un pays que vous ne maîtrisez pas du contrôle, il est clair que vous êtes à la merci, d'accord, des velléités de déstabilisation de celui qui vous contrôle. Les cartes qu'on a exploitées tout à l'heure démontrent à suffisance que l'Afrique est, n'est-ce pas, enveloppée, démontre à suffisance qu'à travers les bases militaires, les puissances occidentales et fondamentalement la France a enveloppé l'Afrique et qu'à partir, n'est-ce pas, d'un logiciel, elle a toutes les informations concernant l'Afrique. Et cette situation, lorsque vous l'avez, c'est facile pour elle de vous déstabiliser facilement. Donc, c'est une interpellation et j'ai souvent l'habitude de dire que c'est les données à voir qui doivent interpeller les données à penser des dirigeants africains aujourd'hui. De quel type de dirigeants avons-nous besoin aujourd'hui? De quel type de continent, quel type d'Africains voulons-nous promouvoir et construire aujourd'hui? C'est ça la question fondamentale. Il faut que nous ayons aujourd'hui la capacité de poser les bases du contrôle du continent africain, tant sur le plan politique que sur le plan économique et même culturel. Il faudrait que le continent africain cesse d'être contrôlé par d'autres personnes. Et dans cette logique-là, pour que cela en soit ainsi, il faudrait une sorte d'action, c'est-à-dire il faudrait un comportement nouveau, il faudrait le courage, la volonté de la part des États africains. Oui. C'est-à-dire il faut qu'on voit un changement au niveau des actions des Africains sur le plan international. Le traité de la non-prolifération nucléaire, par exemple, il faut dénoncer cela. Il est question que l'Afrique construise aussi son arme nucléaire. Bon, regardez par exemple ce que le président Traoré a demandé dernièrement à Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Il est question de construire une industrie nucléaire au Burkina Faso, d'accord? Pour que le Burkina Faso
avec ses homologues de l'AES, puissent aussi se défendre. Parce qu'en réalité, l'industrie nucléaire ou l'arme nucléaire n'a pas seulement pour objectif de faire la guerre. Parce que lorsque vous voyez le discours des Occidentaux, c'était comme si les Africains ont l'arme nucléaire, c'est pour leur faire la guerre. Docteur Lampaye tout à l'heure que nous ne sommes pas contre eux. Nous ne sommes pas contre eux. Nous leur demandons tout simplement de nous libérer et de rentrer chez eux. Ils peuvent être chez eux, on collabore en fonction des intérêts de chacun. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi vous avez l'arme nucléaire et vous ne voulez pas que nous ayons l'arme nucléaire? Étant donné que chaque pays est indépendant, chaque pays est souverain, est libre de poser des actions qui vont dans le cadre, n'est-ce pas, de ses intérêts, de sa défense et même de son développement économique. Donc, moi, je pense que face à tout cela, on doit tout simplement travailler aujourd'hui pour que l'Afrique ait le contrôle du continent africain. Pour que les dirigeants africains aujourd'hui travaillent pour des politiques autonomistes. Il n'est plus question de chercher un partenaire pour sortir d'un partenaire pour aller entrer dans un autre partenariat, tout ça. Il est question que les Africains définissent des visions autonomistes africaines et travailler maintenant pour implémenter ces visions-là sur le plan opérationnel. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà, maintenant dans la recherche donc de la construction de cette vision, il peut arriver que nous cherchons, nous collaborons avec un partenaire qui nous accompagne dans cette vision, pas un partenaire qui vient nous imposer sa vision. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, le Sénégal, malheureusement, on ne le dira jamais assez, est aujourd'hui en train de faire beaucoup plus des agitations de surface. Pour faire ce que les États de l'AES ont fait là, ils n'ont pas eu besoin du parlementarisme, du couloir. Ils n'ont pas eu besoin de passer par le Parlement. Les situations, est-ce que les contextes, les situations ne sont pas pareilles aussi? Nous sommes dans des situations d'État. Ce qui est sûr au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il y a l'État qui est là-bas. L'État n'a pas disparu. Et l'État, c'est donc quoi? L'État, c'est trois pouvoirs essentiels. L'exécutif, le Parlement et le judiciaire. Et lorsque vous voyez le Mali aujourd'hui, même si les situations... la problématique que vous mettez là sur la table peut aussi être querellable. L'avènement des leaders à la tête de nos États africains. On a vu que c'est aussi un problème aujourd'hui. C'est un problème de démocratie. Donc en réalité, au Sénégal, il y a ces trois pouvoirs. Et le président Diomaye Faye, qui a, n'est-ce pas, la responsabilité de diriger aujourd'hui les destinées du Sénégal, a le droit de prendre des actions qui vont dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Je vais vous dire, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'État, il y a souvent ce qu'on appelle la raison d'État, qui oblige souvent le président de la République à prendre des actions, d'accord, qui ne demandent pas de respecter un certain nombre de normes. Par exemple, lorsque l'intérêt de l'État est en danger, lorsque l'intérêt de la nation est en danger, le président de la République prend tout simplement un décret. C'est ce qu'on appelle généralement l'ordonnance. Il prend un décret et il acte ce décret-là sur le terrain. C'est ce que le président Diomaye Faye doit faire là. Il n'a qu'à prendre un décret, l'officialiser et travailler pour l'opérationnalisation de ce décret. Et comme le président Kaka l'a fait au Sénégal, vous voyez que maintenant, il a mis sur pied une commission pour informer maintenant de manière officielle la France du fait que le Tchad a décidé de ne plus abriter les bases militaires françaises sur son sol. Il y a donc une commission qui travaille sur le plan opérationnel pour que cela s'implémente sur le terrain. C'est comme ça que fonctionnent les États. Vous ne pouvez pas aujourd'hui expliquer le problème du continent africain par des mécanismes juridiques, etc. Non, on n'a plus besoin de ça. On a besoin tout simplement des leaders aujourd'hui, courageux, volontaires, qui travaillent pour que l'Afrique cesse d'être le domaine de domination des puissances occidentales. C'est ça, parce que l'Afrique ne peut pas se développer dans cette architecture. Dans une architecture où il y a, n'est-ce pas, un père et un fils. Non, l'Afrique a besoin aujourd'hui d'une architecture totalement souveraine qui lui permette, n'est-ce pas, de poser des politiques de développement souverainistes qui n'ont rien à voir avec ce que les puissances occidentales pourraient, par exemple, vouloir. Donc, en réalité, le contrôle de l'Afrique. Et vous voyez, par exemple, le docteur Yamtimba avec le t-shirt des Keepers. Quand on parle du contrôle politique de l'Afrique,
c'est un projet qui est porté par le mouvement Keepers, 10 000 élus panafricanistes. Parce que nous nous sommes dit dans ce mouvement que le problème de l'Afrique, c'est aussi le problème de son leadership. Il faut que dans toutes les pôles de responsabilité, que ce soit un président de la République, une Assemblée nationale, conseillers municipaux, partout où il y a, n'est-ce pas, des positions de décision de pouvoir, il faut qu'il y ait des panafricanistes qui pourront implémenter ce que nous faisons ici comme analyse. Parce que, en définitive, notre combat serait impuissant, inefficace et inefficient si chaque fois que nous bavardons ici, nous avons encore à la tête des États africains des présidents qui vont aller signer des traités qui embrigadent, qui enterrent le développement du continent africain. Donc, tout cela, c'est le volontarisme politique, c'est le courage politique, mais c'est aussi l'engagement des Africains. Tous les Africains doivent s'engager. Il n'est plus question de rester en arrière. Chacun doit s'engager pour le problème de l'Afrique parce que je vous ai dit, étant de fait ensemble, ce n'est qu'ensemble que nous ne pourrons que nous relever. Merci à vous. Une fois de plus, Dr Sango. Est-ce que Dr Yamtimba, Dr Sango a parlé il a mis sur la table, posé le problème de, je me répète, la problématique du contrôle de l'Afrique. Effectivement, lorsque on met vraiment un accent sur ces différentes analyses et les cartes que nous avons présentées tout à l'heure, on voit que, vous l'avez d'ailleurs dit, l'Afrique, les États africains sont encerclés. On comprend effectivement que oui, il y a des contrats, des choses qui sont signées, entre autres peut-être sur des questions de présence des bases militaires, mais les États africains apparemment semblent eux-mêmes ne pas savoir ce que derrière ces bases militaires étrangères, quelle activité justement, qu'est-ce qu'on fait à côté de ce qu'on voit comme ça, la base militaire, on voit des militaires. On a l'impression que les États africains eux-mêmes n'ont pas la main mise sur les activités de ces bases militaires. Le cas, bien sûr, du Sénégal, où on risque justement d'interrompre un grand projet avec ce départ des militaires français, un projet nucléaire, bien sûr, français. Le problème du contrôle de nos États, le problème du contrôle du continent africain. Lorsqu'on a regardé les cartes, on a vu, vous allez peut-être me corriger, que finalement, jusqu'à présent, l'Afrique est toujours contrôlée par les États occidentaux. Écoutez, madame, il y a des matins où vous avez le sentiment d'aborder le cœur des problèmes de l'Afrique. C'est avec beaucoup de gravité que nous abordons ce sujet ce matin. Nous devons savoir que l'Afrique aujourd'hui, c'est terrible, tout simplement, la façon dont ce continent est encerclé. Oui. Je vais vous envoyer une autre carte. Allez-y, oui. Que vous allez certainement partager avec nos... que vous voulez bien partager avec nos... avec la technique. Avec oui. la technique. Dès que vous l'avez... je vous l'envoie. Vous l'envoyez, Le problème que nous avons, c'est que ce qui se passe en Afrique est tout simplement quelque chose de terrible. Ce continent est simplement utilisé par les autres. Mais je vais insister sur un élément pour qu'on comprenne l'intérêt que l'Afrique a. Oui. Je vais expliquer brièvement comment ça communique un sous-marin. Ce sont des choses que nous devons savoir. Parce que si nous avons un projet comme celui de 10 000 élus panafricanistes, il faut savoir à quoi ça va servir tout ça. Parce qu'un sous-marin a besoin d'un certain nombre de relais qui a à la fois un certain nombre de balises qu'on a au niveau dans le milieu, dans l'environnement marin. Et vous avez également des relais à terre. C'est tout le problème de Rufisque. Okay. Et c'est depuis 1970 que Rufisque sert de relais de communication aux sous-marins français. Mais pas seulement. Et il faut également, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de dispositifs plus récents, comme par exemple les câbles, les fibres optiques qui desservent un peu le monde.
Donc, je vous ai envoyé cet AutoCAD. Oui, vous allez voir comment la l'Afrique est réalisation. encerclée. Oui, voilà. Donc, quand vous regardez ça, regardez les pays qui sont en Afrique. En fait, chacun fait tout simplement chacun fait en Afrique son marché. Je vous parlais de l'île de Sainte-Hélène qui est en face de la Namibie. C'est là où Napoléon a été enfermé. C'est là où il est mort. Par les Anglais. Donc, regardez un continent. Mais quand vous regardez ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est des pays vraiment et que c'est des États? Regardez. Là, c'est une carte de 2002, je crois. Et la source, c'est Control Risks Research. Donc, quand vous avez ça, vous voyez que il y a en Afrique tout le monde, sauf les Africains. L'Afrique, c'est un gâteau. Il y a tout le monde, sauf les Africains. Et vous voyez bien, et là, on n'a même pas tout mis, parce qu'au nord du Maroc, vous avez les 3 enclaves de l'Espagne. Au nord du Maroc. Bon, beaucoup d'Africains ne savent pas qu'il y a 3 enclaves espagnoles au nord du Maroc. Il y en a 3. Ceuta et Melilla est l'enclave la plus connue, mais il y en a 3. Donc, quand vous ajoutez la présence de l'Espagne au nord du Maroc, sur la Méditerranée, vous constatez très bien que, finalement, en Afrique, il y a tout le monde sauf les Africains. Et ça, c'est les problématiques que doivent affronter les dirigeants africains. Comment font-ils pour imaginer qu'ils vont enlever tous ces drapeaux s'ils ne s'unissent pas? Ouais. Comment ils vont faire? Comment vont-ils y arriver? Parce que ceux qui ont tous ces drapeaux, observez bien la liste qui est à droite. Pour l'essentiel, c'est des pays de l'OTAN. Observez bien, c'est des pays de l'OTAN ou leurs amis. Nous devons, et vous regarderez que sur la liste de droite, là, vous avez à peine 2 pays amis. Oui, la Russie entre autres. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, qui ne sont pas là de façon offensive. Oui. Bon, on peut, comme Djibouti est l'espèce de comment dire, c'est le bouillon où tout le monde se retrouve, donc on va pas tellement s'arrêter sur l'Arabie Saoudite, la Belgique et tout, qui sont là-bas. Mais observez que l'Afrique est contrôlée par tout le monde. Tout le monde vous a présenté le Botswana, par exemple, comme alors là, c'est un exemple de développement en Afrique. Le nouveau président vient de dire qu'il a 50% de taux de chômage et qu'il demande aux Américains de partir. Donc, quand on a ça, ce qui est le plus important pour les Africains à comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, toute cette présence, pour l'essentiel, c'est des relais, c'est pour les relais de communication des armées de tous ces pays. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que pour qu'un sous-marin puisse communiquer, qu'il soit nucléaire ou pas, il y a un certain nombre de balises en mer, il y a les bases militaires dont il y a des relais terrestres. Et vous voyez que, par exemple, dans le cas de la France, tout à l'heure, on a montré comment les bases militaires étaient le long de l'Atlantique Nord. Vous avez aujourd'hui les câbles, les fibres optiques qui s'y sont mêlés et qui ont donc un certain nombre de points de présence à travers le monde. Et n'allez pas croire que les seuls points noirs là qui sont, ça c'est les points officiels pour le grand public. Maintenant, pour les gens qui sont dans les télécoms et qui sont dans les armées, il y a un certain nombre de points perdus au milieu de la mer et qui sont en réalité les points de captage, de relais des signaux. Donc on capte le signal et on le retransmet. Et vous avez des choses comme les plateformes pétrolières qui sont utilisées, mais vous avez des plateformes spécialisées uniquement pour les transmissions de télécommunications et qui sont disséminées à travers le monde. Personne ne sait ce que vous trouvez une plateforme là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et non, en fait, c'est pas une plateforme pétrolière. Ils ne pompent pas du gaz. C'est juste une plateforme de télécom. Et les sous-marins, justement, ont besoin de ces plateformes pour relayer, pour le relais de leurs signaux. Et vous comprenez pourquoi certaines zones sont très disputées. Toutes les zones où il y a le pétrole offshore sont très disputées parce qu'en fait, on en profite pour faire d'une pierre deux coups. On a la plateforme qui permet d'avoir le pétrole et on a en même temps là le relais de communication. Et vous avez donc toutes ces bases. Regardez comment on encercle. La France s'assure que l'Atlantique Nord est bien occupée. Elle est bien présente.
Ça lui permet d'avoir le relais pour tous ses sous-marins, pour ses armées, pour les navires de guerre, etc. Et les systèmes de satellites permettent donc de balayer tout ça. Et vous comprenez pourquoi, si vous mettez fin au franc CFA, c'est un problème. Quand vous regardez cet autre cas, vous allez voir que les pays qui ont les armes nucléaires ont besoin de contrôler toute l'Afrique, parce qu'à partir de l'Afrique, vous pouvez envoyer vos missiles intercontinentaux très facilement partout. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a peur de l'Afrique. L'Afrique, vous êtes pratiquement au centre du monde, vous envoyez beaucoup plus facilement partout. Mais ça, c'est une attitude guerrière. Les Africains, eux, c'est pas comme ça qu'ils voient le monde. Le monde en termes de nous sommes présents, nous pouvons envoyer les armes aux autres, nous pouvons envoyer les missiles aux autres. C'est quelle façon de faire? C'est pas humain. Mais c'est ça le monde auquel nous sommes. Donc quand vous voyez, je vous rappelle une chose, vous êtes journaliste, Mme Siké. La démission du président Nixon a commencé par 3 mots dans un petit journal de province. 3 petites lignes dans un petit journal de province, et de fil en aiguille, le président des États-Unis est tombé. Cette affaire sur laquelle les Français ne veulent pas communiquer comme il le faut, c'est-à-dire rassurer, calmer, négocier, discuter et essayer de s'assurer que il protège un des secrets qui ont des décennies, au lieu d'envoyer des flibustiers totalement incompétents venir raconter n'importe quoi sur leurs médias. Il faut qu'ils se calment un peu, qu'ils rassurent, qu'ils voient les patrons de ces chefs d'État, des chefs de ces États qui discutent avec eux. Le président Faye, tout le monde en parle. Mais c'est un chef d'État. Il a accès à des secrets que le grand public n'a pas. Tout à fait. Il peut y avoir des choses qui peuvent le choquer. Tout à fait. Et vous n'avez aucune idée de ce que son prédécesseur lui a dit. Mais les conversations entre un président sortant et un président entrant... Il y a des dossiers qu'on... Vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des dossiers qui ne sont traités qu'à la présidence. Donc les autres là, ils sont des hommes politiques, mais ils ne sauront jamais de quoi il est question. Qu'est-ce que Macky Sall a dit à Diomaye Faye en partant? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Quelles sont les informations de niveau présidentiel exclusives qu'il lui a données? Moi, je crois que nous n'avons cessé de dire nous attendons de l'action de ce président. Nous voulons qu'il fasse des choses, de ce président, qu'il aille vite. Mais en même temps, nous savons que, pris par les affaires, il faut qu'il structure bien sa stratégie. Maintenant qu'il a le pouvoir, hier, il n'avait pas le contrôle de l'Assemblée. Donc, on le comprenait. Maintenant qu'il a le contrôle de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs, il faut qu'il fasse quelque chose. Le problème, c'est que, vous voyez ce qui se passe, madame, le départ des Français brise la chaîne de communication de la dissuasion nucléaire française. Et en brisant la chaîne de communication, le maillage qui permettait de faciliter cette dissuasion, ça crée un problème terrible. Ce d'autant plus que les canaux sont partagés avec l'OTAN et avec les États-Unis. Parce que, croyez-moi, la France ne serait pas en train de se battre pour tout faire s'il ne s'agissait pas simplement de sous-traiter une exigence américaine. Donc, nous devons aujourd'hui, nous les Africains, savoir que l'heure est vraiment beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine. Elle est tellement grave que beaucoup d'Africains croient que, comme ils vont aller prier, ça va arranger les choses. Moi, je ne sais pas si les prières arrangent les choses. Je sais que les gens réfléchissent, analysent, formulent des stratégies, les implémentent, et maintenant ils peuvent appeler de l'aide surnaturelle qui pourrait arriver pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mais ce n'est pas prier qui crée des objectifs ou formule une stratégie. Si nous, Afrique, ne s'unit pas, on s'en sortira pas. Si l'Afrique ne s'unit pas, vous avez vu la carte, vous avez vu comment l'Afrique est encerclée. Si on ne s'unit pas, on ne va pas s'en sortir. Et on risque même, quand je dis s'en sortir, je suis gentil, on risque même de rentrer à la traite négrière parce que ces gens-là ont besoin que l'Afrique reste dans sa situation actuelle pour qu'eux, ils continuent à vivre. Sauf qu'ils se trompent. Parce que quand vous avez 1,5 milliard de personnes, mais vous ne pouvez pas maintenir 1,5 milliard de personnes indéfiniment sous votre coupe, même si vous utilisez les médicaments et les vaccins, ou l'eau,
ou les aliments. Un moment va arriver où vous serez obligé de reconnaître qu'il n'est pas possible que le 1,5 milliard et 2,5 milliards, 3 milliards en 2050, c'est-à-dire dans 25 ans à peine, il ne sera pas possible que ces gens-là, vous puissiez les contrôler indéfiniment. Et les contradictions internes du système vont faire imploser l'Occident si l'Occident continue dans ce sens-là. Et nous, les Africains, malheureusement, si on ne fait pas attention, on va faire traîner cette implosion-là. Ouais. Il y a plusieurs générations qui vont encore... Pourtant, c'est le moment de foncer pour l'Afrique. C'est le moment. Oui. Au lieu que le président dise, par exemple du Sénégal, le président Faye dise non, il faut que l'AES et la CEDEAO s'allient. Non, il entre dans l'AES. Même s'il parle de réformes au sein de la CEDEAO. Non, oui. Ça me rappelle les batailles de... Des réformes qui pourraient... Non, ça n'est pas de réforme. Quelle réforme? Que signifie le mot réforme? Des réformes qui pourraient voilà, faire en sorte que les États africains, du moins que l'Occident, n'ait plus la même mise sur la CEDEAO. Je parle sous le contrôle du politologue. Réforme veut dire qu'on ne change pas les bases. Je mens. Tout à fait. Mais quand vous ne voulez pas changer les bases, comment vous êtes dans une incommensurabilité totale avec l'AES? C'est un paradigme qui n'a rien à voir avec un autre. Et c'est ça la question de l'incommensurabilité. Donc, il n'est pas question de réforme, il est question de transformer la CEDEAO. Et il n'y a que deux choses à faire. Soit le reste de la CEDEAO devient un État ou une confédération au moins comme l'AES, et dans ce cas, il y aura donc deux États qui vont collaborer. Soit la CEDEAO, toute honte bue, mais grâce à des gens courageux, et j'espère que Diomaye Faye peut en avoir le courage, décide de rejoindre l'AES et de dire c'est vous qui avez raison, on s'est trompé, ce n'est pas grave. J'espère que le président Mahatma qui vient d'arriver au Ghana fera un petit effort dans ce sens-là. Parce que le président Tinubu, lui, il fait chanter Peace Square par l'armée française. Je ne sais pas très bien ce qu'il cherche là-bas, mais on espère que le président Mahatma faisait quelque chose. Parce que si le président Mahatma suit l'AES, ainsi que le président du Sénégal, croyez-moi, ça va faire basculer la CEDEAO. Et ce n'est que ça qui va nous sauver. Lorsque nous disons depuis des années, Mme Siké, qu'il faut au moins des États sous-régionaux, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais vous voyez que les cartes que je vous ai montrées ce matin, que nous avons analysées ensemble, oui. Vous avez vu que ce n'est pas des cartes que les gens connaissent. Tout à fait. Mais il faut que les gens connaissent ça. Parce que quand ils connaissent ça, ils ont une idée claire de ce qui se passe sur ce continent et de la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce que nous faisons là. Qui n'est pas contre quelqu'un, qui est pour quelqu'un. Imaginez un seul instant que l'Afrique s'unisse. Au fond, si l'Afrique s'unit, la dissuasion nucléaire française n'a plus d'intérêt. Ce sera contre qui? La Russie. Mais si l'Afrique est unie, mais l'Afrique, elle ne va faire la guerre à personne. Elle ne va pas aller faire la guerre à la Russie. Donc, elle ne va pas permettre qu'il y ait toutes ces bases militaires, que l'Afrique soit encerclée, ça n'existera plus. Si ça n'existe plus, ça apporte la paix dans le monde. Donc, votre dissuasion nucléaire n'a plus d'intérêt. Ce qui veut dire que la France va économiser beaucoup d'argent, beaucoup de vies, va s'épargner beaucoup d'erreurs et beaucoup de logorées inutiles, et finalement, elle va consacrer beaucoup plus de ressources à se développer réellement. On n'imagine pas à quel point le panafricanisme d'aujourd'hui est une opportunité pour le monde. C'est une opportunité pour l'humanité tout entière. Parce que si les Africains sont unis, eh bien, peut-être, je ne sais pas, 3 ou 4 ou 5 millions d'Africains qui sont en France pourront expliquer aux Français que les Africains ne sont pas contre eux, aux Anglais que les Africains ne sont pas contre eux. Et les 60 millions d'Américains noirs expliqueront aux Américains, aux autres Américains, que personne en Afrique n'est contre eux, mais que nous sommes pour l'Afrique et nous sommes pour le développement et la sécurité de l'Afrique. Et nous veillerons à ce que cette sécurité soit assurée. Et elle sera assurée avec ceux qui voudront discuter courtoisement et respectueusement avec nous, ou alors ils iront aller se cueillir des oranges sur Mars. Parce que cette Afrique nouvelle qui arrive, elle est extraordinairement ferme. Elle est sympathique, elle est gentille, elle est à l'écoute, mais elle est extrêmement rigoureuse et elle est ferme, absolument. Elle n'a l'ambition de ne s'attaquer à personne. Et le président Faye, ce qu'il fait là, ce sont des prémices qui ne sont pas encore tout à fait structurées comme on le souhaiterait.
mais ce sont des prémices. Ce que le président Déby a fait, Mahamat Déby, en disant aux Français de partir, c'est des prémices. Ce que les présidents de l'AES ont fait, faire partir les forces étrangères, créer l'AES, c'est les prémices de cette Afrique-là. Et cette Afrique, elle ne sera pas du tout une Afrique qui permettra qu'un seul drapeau flotte sur le continent africain en dehors des ambassades. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas des autres. D'ailleurs, ils n'ont jamais voulu de nous. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais c'est simplement parce que on va appliquer des choses qu'ils ont souvent fait chez eux. Que disait Mitterrand? Faites comme chez vous, chez moi. Ça veut dire, quand vous êtes chez lui, vous vous assurez que ce soit chez lui. Vous soumettez. Donc, tous ceux qui voudront travailler avec les Africains, dans ce genre de disposition où on exploite le territoire africain pour faire fonctionner des systèmes d'armement qui sont contre l'Afrique. Parce qu'au fond, les gens peuvent penser que cette dissuasion nucléaire était beaucoup plus contre l'URSS et la Russie. Allez savoir si elle ne signifiait pas plutôt que c'était pour faire peur aux Africains. Parce qu'il y a deux choses qui marchent ensemble. Tout le dispositif militaire français, ainsi que le franc CFA. Ça va de pair. Le seul endroit au monde où tout cela fonctionne en symbiose parfaite, c'était où? C'était pas contre la Russie, c'est contre l'Afrique. Donc, tout ce bavardage, tout ce tralala, et ça c'est peut-être la chose la plus importante que je voulais dire ce matin, tout le tralala sur la dissuasion nucléaire, qui donnait le sentiment pendant des décennies que ça s'appliquait à la Russie, à l'URSS puis à la Russie, en fait le dispositif de dissuasion nucléaire s'appliquait à l'Afrique. Personne n'avait envie de dire ça, mais ça s'appliquait à l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous devons savoir que le moment est venu pour les Africains de comprendre réellement quelles sont les menaces auxquelles nous faisons face. Les menaces auxquelles nous faisons face, c'est par exemple la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire la possibilité que la France bombarde l'Afrique de nouveau. Elle l'a fait pendant la traite négrière, elle l'a fait pendant la colonisation, elle l'a fait pendant les guerres d'indépendance, que la France bombarde l'Afrique avec une bombe nucléaire. C'était ça. Et c'est ça qui faisait que tous nos chefs d'État ne disaient jamais rien. Comment pouvez-vous expliquer que pendant une soixantaine d'années, des gens quand même bien formés, plutôt durs, parce que pour la plupart, bien sûr. Comment pouvez-vous expliquer que pendant tout ce temps, ils n'avaient rien à dire? Qu'est-ce qu'on leur racontait quand ils arrivaient au pouvoir? Il y a une bombe, il y a des bombes nucléaires, il y a des sous-marins lanceurs d'engins nucléaires qui sillonnent les eaux africaines. Les bases militaires leur servent de relais de communication. Si vous vous amusez, on détruit vos villes avec une bombe nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'était pour protéger 500 milliards d'euros via le franc CFA chaque année. Ça n'a jamais été contre la Russie, contre l'URSS ou la Russie, parce que de toute façon, la France ne peut pas faire la guerre contre la Russie. Ça a toujours été pour ce que la France considère comme son avenir. Maintenant, on commence à comprendre les concepts. L'Afrique est notre avenir. Mais comment un président européen peut-il dire l'Afrique est son avenir? Ça veut dire que depuis toujours, la doctrine de la dissuasion nucléaire, c'était pour dire, vous restez tranquille parce que nous, on doit continuer à piller chez vous. C'est dur à entendre, après des décennies, mais il a fallu que des jeunes gens arrivent aujourd'hui, observent le monde et se demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire dans laquelle on a un seul continent où la monnaie et l'armée sont si intimement liés dans l'intimidation d'un peuple, le peuple africain. C'était ça. Et je crois que le président Faye, s'il n'avait peut-être pas encore totalement perçu quel était le problème, mais j'en doute, je crois qu'il l'a perçu et il a dû frémir en se disant, est-ce que lui, Faye, il veut entrer dans l'histoire comme étant ça? Et je crois donc que là, il doit savoir qu'on l'a compris et qu'il y a toute l'Afrique qui souhaiterait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il appelle les autres. Et les premières choses pour qu'il aille jusqu'au bout, c'est par exemple qu'il sorte, si la CEDEAO traîne, qu'il laisse les histoires de réforme, qu'il rejoigne l'AES. Parce que tout le discours qu'il tient semble être un discours qui est beaucoup plus proche du discours de l'AES
que du discours de la CEDEAO. De la CEDEAO. Donc, Il y a cette contradiction. Effectivement. Vous parlez comme la CEDEAO, comme l'AES, vous parlez comme l'AES, mais vous êtes toujours dans la CEDEAO. C'est quand même un problème. Donc, je crois que c'est ça, en fait, les fonds du problème. Comment communiquent les sous-marins nucléaires? Comment étaient utilisées les bases militaires qui étaient dans nos pays et comment sont utilisés tous les réseaux de télécommunications qu'il y a dans nos pays, les plateformes pétrolières et ainsi que tout cela. Voilà les questions de fond qu'il faut se poser et il faut aller chercher pourquoi est-ce que l'Afrique est encerclée telle qu'on l'a vu. Merci à vous, Dr Yam. C'est vrai que nous sommes à la fin. Je ne sais pas si Dr Sango a quelque chose. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, Dr Yam Timba, Dr Sango. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux ce matin. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour le standard. On espère en tout cas que le problème sera très très vite résolu. On vous souhaite donc de passer une agréable journée en compagnie de nos programmes sur For You Media Africa. Rendez-vous demain, mercredi, pour le mercredi des téléspectateurs.